je suis Corinne de Bilbao, présidente de Microsoft France. Bienvenue à Microsoft Envision France. Je suis ravie de vous accueillir ici, au Carrousel du Louvre, dans ce lieu emblématique où l'histoire et modernité cohabitent dans une grande harmonie. Ce sont nos premières grandes retrouvailles depuis 3 ans, dans un monde désormais devenu hybride. Je suis là, avec vous, à l'écran. Mais je suis aussi ici avec vous sur scène. C'est la magie du numérique, mais c'est aussi une réalité dans Teams. J'avais bien envie d'évoquer la magie avec vous aujourd'hui, parce que nous traversons des temps incertains. Une crise sanitaire, une crise énergétique, une crise climatique. Finalement, autant de crises qui sont des défis et des opportunités. Rappelez-vous, lors du premier confinement, tout s'est arrêté. Ou presque. Parce que grâce à la technologie, nous avons pu survivre à ce qui était un crash historique. Nous avons pu continuer à travailler, à éduquer nos enfants grâce à l'école à distance, à réaliser nos achats avec l'e-commerce. Finalement, ce que cette crise nous a révélé, c'est que la technologie pouvait nous permettre de résoudre les équations les plus complexes du monde. Et si justement, la technologie, alors que nous avons traversé une crise inédite, pouvait nous permettre d'adresser le plus grand défi qui nous est posé, le défi climatique. J'ai la conviction que la technologie est un facteur de progrès pour nos économies et nos sociétés, qu'elle peut nous permettre de résoudre ces équations complexes. C'est une conviction profonde. Le défi climatique n'est pas une fatalité. Le défi climatique peut être adressé par la technologie. Nous avons des solutions innovantes pour sortir de cette impasse environnementale. Alors, plus que jamais, notre mission chez Microsoft, c'est de donner à chaque individu et à chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions. Et plus que jamais, chez Microsoft France, nous voulons être ce partenaire de confiance qui, avec tout un écosystème, va vous accompagner dans ces transitions. Ensemble, nous pouvons inventer et nous devons inventer un futur plus durable, plus respectueux de l'environnement et plus inclusif. Alors, je suis ravie d'ouvrir cette Envision France aujourd'hui avec vous. Nous allons avoir des conférences, 45 conférences, des démonstrations. Nous allons rencontrer nos partenaires et j'en profite pour les saluer, notamment nos sponsors qui nous ont accompagnés sur cet événement. Et vous allez aussi, bien évidemment, rencontrer nos équipes. Mais sans plus attendre, j'ai l'immense honneur et privilège d'accueillir Judson Althoff, our Executive Vice President and Chief Commercial Officer. Judson, the floor is yours. Bonjour and good morning. It's fantastic to be here with you all in Paris on a crisp, cold morning and to be able to spend some time with all of you in person. It's so wonderful to be able to be back together. Listen, to us, time is the most important commodity. Once you spend it, you never get it back. So we're incredibly grateful here at Microsoft that you've chosen to spend this morning with us and this day with us. I'm excited to talk to you today about technology's role in what we're all living through. And suffice to say that these times we're living through, as Corinne alluded to in her opening remarks, are certainly uncertain. And I would offer up even the most uncertain times any of us have faced in our professional careers. So much so that many of you are probably tired of actually talking about unprecedented times or uncertain times, and you'd prefer we were actually speaking about something a little bit more normal and steady state. I think coming out of the pandemic, everybody had hoped that the skies would be blue, there would be rainbows and unicorns running down the streets, but it's certainly a different world than that we all face. The challenges that are upon us as technology leaders are really, really complex these days. Navigating the right
business outcomes and providing technology to source those outcomes, frankly, has never been more challenging. And the trade-offs that have to be made across literally every decision point that we face today are frankly a part of our daily prioritization exercises as professionals across all industries as we seek to have technology be the servant of our most important business outcomes. But let me be clear, no matter which company I speak to across which industry or which part of the world, the one thing that ties us all together is this notion that innovation and continuing to innovate and accelerate innovation through uncertainty is the pathway forward. In fact, the only pathway forward. I think as leaders, we all have to make sure that we're very focused on shaping our businesses for coming out of this period of time, no matter what the uncertainty may be that we face and the impact that it may have on our business. Shaping it for how you come out strong is the critical notion of what we're all about here right now. And innovation and technology certainly plays a role. If you think about it, the problems we face are very consistent. They've been consistent for the last several years. Prioritizing innovation on the things that matter most, shaping the top-line business outcomes to the positive, becoming more efficient and more effective in everything we do through the power of AI and automation. This is consistent across the board. The other thing that's very consistent with every chief executive officer with whom I speak, every CFO with whom I speak, is this notion of threading the needle on the future of work. Every CEO is concerned about making sure their workforce is both productive and that their employees have some sense of well-being and work-life balance right now. It's incredibly challenging with the labor markets around the world being what they are, and making sure that we are finding that balance and using technology to find that balance is absolutely critical. Supply chains around the world continue to be constrained. And no matter what line of business you're in, the supply chain resiliency and a data-driven view on your supply chain, predictable outcomes are critical to the success of your business right now. And so once again, technology has a role here, commanding a better understanding of your data estate, understanding how to leverage technology to more predictively manage supplier relationships, super critical in these times. Also, it plays into sustainability, because the one problem that's not going away is the survivability of our planet and having a healthy ecosystem for future generations. And so no matter how difficult the economic times are that we face, we must face the reality of creating a sustainable future for generations to come. Technology also has a role here. And finally, the number 5 of the top 5, in fact, probably in reverse order, the one thing that is not slowing down in this day and age is the rise of bad actors and cybercrime. And so having the right cyber solution, the right cyber foundation to operate in these times is absolutely critical to every business. The one thing that has changed across these 5 is somehow trying to figure out how to do all of them with less resource. We're all faced with a constrained economy, rising inflation, and finding a way to do more with less is becoming an everyday part of our vernacular. But listen, again, technology has a role in helping to find a way forward. And if the pandemic has taught us anything, it's that no business is 100% resilient. But those businesses that are fortified with digital capability and backbone with data and AI capability and automation, those businesses are more resilient than others. And so as technology leaders, we have a role in shaping the future forward, using technology to help our businesses not just survive, but thrive moving forward. And I would encourage you all to pivot from this position of resilience, which in my plain, simple language means what you do when bad things happen to you, to a position of perseverance, a forward-looking view on how to leverage technology to survive and thrive, no matter what the uncertainty may be that we face. And so this is what we're doing here at Microsoft to help to innovate across the board. We go to market across 6 solution areas. It's where we do our R&D, and these 6 solution areas compose the Microsoft Cloud. And all of our R&D is organized to solve these problems, the problems that we all face today. If you think about what we're doing with our modern work capabilities, with Teams, and with the future of mesh and avatars and collaboration,
But you take the power of Teams and Teams becoming a collaborative application platform and combine that with Viva and the sensibility of being able to measure productivity and measure engagement and measure inclusion, measure employee satisfaction. You can begin to then have a data-driven view on how to thread the needle on this notion of productivity and employee well-being. You can then forward approximate how much you should be spending on corporate real estate and how much you should be spending on corporate travel when your people need to come together to bond, to create new ideas, and when you can leverage technology for scale. In our business applications portfolio, we're really focused right now on our low-code, no-code capabilities and our automation solutions, because right now, the thought of any of us replacing core system of record is sort of crazy talk. How do you leverage what you have, yet continue to innovate, build low-code, no-code capabilities on top of the solutions you have already today, so you can provide more nimble access to technology to more of your users and more of your people than ever before. Products like Viva Sales that we've rolled out allow you to leverage your existing CRM solution while providing AI-driven next best action and new automation solutions to enhance customer engagement at a time, again, when none of us can afford to rethink or restart any of our CRM solutions. In the developer landscape, the notion of time, human time and attention and human resources probably are most scarce right now worldwide. Elite developer skill on top of that is even more scarce, and so solutions like GitHub Copilot that allow even the best of developers to have a virtual assistant coding alongside of them for enhanced developer productivity, so that once again we can do more with less. And it goes on and on from there. Even the basics of accelerating cloud migrations, allowing your business to run more efficiently and more sustainably. Cloud computing is inherently more sustainable than traditional on-premises computing. So accelerating that innovation, leaning in together with all of you is what we're all about here at Microsoft. And in the data and AI space, having that data estate as the core foundation so you can reason over it, leverage large language models to help in your call centers, to help interpret documents, create documents. This is the future. Embracing that technology, shaping your business for what it will look like coming out of this recession, coming out of whatever economic uncertainty we face, whatever global instability we face. Shaping your business for the future is what it's all about. So at Microsoft, we have the most comprehensive and most trusted cloud in the industry, but it's also the most integrated cloud. And we do that, frankly, so that you can leverage our best of suite capabilities, you can leverage the R&D work that we've done, and frankly, do more with less in your environments so that we can all be successful together. But synthesizing this and pulling it all together, aligning technology to business outcomes, frankly, is the art and science of success in the digital economy. And I want to invite a guest on stage to talk about his experiences in leveraging technology to solve his business outcomes, to see how all of this comes together. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Jean-Francois Beaudoin to the stage, otherwise known as Jeff. Jeff, how are you? I'm good, Johnson. Thanks for inviting me. Thanks, everyone, for sharing some thoughts. Yes, indeed. And thank you for allowing me to call you Jeff. It's a little bit easier with my poor English skills and my even poorer French skills. So, Jeff, maybe we start a little bit with tell us about Alstom. Tell us about the business. Tell us about this notion of digitizing rail lines and having rail become the center for sustainable mobility. What's the business all about today, and how are you using technology to drive outcomes? Yeah, so at Alstom, we're providing railway solutions, and too few people realize that rail is actually the mobility solutions that probably embeds the highest level of digital content. The intelligence of the railway system is distributed between the infrastructure, the vehicles themselves, and the supervision system, all of them being interconnected. It provides safe, reliable, efficient, and more importantly, green mobility solutions for the passengers. All of this is not new. We've been operating driverless metros for more than 20 years. What is new is twofold. Number one, there is an acknowledgement from public authorities more or less everywhere in the world
that RHEL is the solution for the transformation of mobility towards sustainable mobility. And that comes along with very significant digitalization programs with massive level of investment to accelerate that transformation. Second, there are today more technologies available like artificial intelligence, you alluded to, data science, cybersecurity, advanced software development that allow us to further leverage those technologies to accelerate that transition. This represents huge opportunities for us and for the world, for the citizens themselves. We define Alstom as a tech company. We're a software company. But we blend, we integrate seamlessly the physical world and the digital world. We also, along with those new technologies, are trying to find new business models. And here, Microsoft is a great partner, not only to make sure that the working environment is more efficient, but as well to further develop solutions that we could provide to the market, leveraging the cloud technology for, why not, implementing software as a service offering in a very highly regulated market. Yes, so let's maybe drill down a little bit on sustainability. I think everyone inherently understands that trains are the future of sustainable mobility. But how are you at Alstom working on progressing that around the world? Because there's obviously places in the world where that's further accepted and adopted and advanced, and others where it's not and it's still challenged, like the part of the world I come from in particular. So tell us a bit about how you're very specifically conquering the sustainability challenge. So we feel, and I choose my word carefully, we feel we have a huge responsibility toward the world. Because RHEL, as you said, is the most energy efficient and CO2 efficient transport solution, by far. I mean, the only thing which consumes less energy is riding a bicycle. And this is more or less known by most of the people. It also contributes to addressing the congestion challenges that cities are facing, which even if cars were fully electrified would not be addressed, because of the number of square meters used to deliver a given passenger throughput, With the demographics that we're looking at, with the urbanization trend, which keeps increasing, there is a growing demand for mobility, together with the climate change challenge that Corinne and yourself mentioned earlier. So we need to find ways to further accelerate what we call the modal shift, i.e. Encouraging people to choose trains over cars or planes. And digitalization is a key lever to get there. It helps improving the level of throughput of existing railway infrastructure. And I'll give you an example. You probably know here in the room the Paris-Lyon very high-speed corridor. It's the busiest corridor in Europe. It's saturated. You can't put more train on it. Through the digitalization program that we have been entrusted by SNCF, we're going to increase the throughput by 25% in the next couple of years. That's a clear example of how you can unlock potential for more sustainable mobility through digitalization. So it's tough out there, as I said in my opening remarks. But honestly, it's not all doom and gloom. I think it actually should call us from within. This notion of digital perseverance, rolling up your sleeves and putting technology to work to drive and shape your business for the future. How are you navigating that, and what advice would you share? I'm probably going to state the obvious, for some of you at least. I would say there are three pieces of advice I would share. Number one, when you think of how digitalization transforms your product or solution offering, you should focus on the outcome first. Digitalization is only an enabler. It's a very important one, but it's only an enabler. And sometimes focusing too much on the technology itself diverts you from your purpose at the end. Second is cybersecurity. I usually say that digitalization and cybersecurity, they go hand in hand. Cybersecurity is the flip side of digitalization. That needs to be encompassed from the beginning of your thought process as to what digitalization change into your offering. And last but not least, you need to think about talents. Going through this transformation totally changes the skill set of the people you need to work with.
you know. And with what you've mentioned on the balance between, you know, work-life balance and productivity, and that change in skill set, there is a huge work to be done on managing properly your talents, attracting them, retaining them, developing them. Yeah, super advice, Jeff. Listen, thank you so much for joining me on stage. Thank you very much, for sharing Judson. the awesome journey. Best of luck to you. Thank you. Thanks. Thank you. So I've talked about these sort of 5 hot topics that seem to dominate our discussions today, from prioritizing innovation to the future of work, supply chain, sustainability, and cyber. I really want to use the rest of my time here this morning with you to hone in on the convergence of supply chain resiliency and sustainability. Because so much of what Jeff spoke about, frankly, I think is a great example of leveraging technology and really embracing technology to push forward on sustainable outcomes. We've been investing a lot in a capability set we call the industrial metaverse to help bring together technologies ranging from IoT, cloud scale data, and large scale data lakes, machine learning, and digital twins to help simulate supply chains, logistics networks, manufacturing environments, to digitally drive objective evidence of better sustainable outcomes that also, frankly, are self-funding due to the economic gains that you get from the technology itself. So without further ado, I want to roll a video for you that helps to frame it all. And then I want to take you through in detail what we're doing here. Companies are pouring hundreds of millions of dollars into the vision of the metaverse. Tech giants betting big on the metaverse. The metaverse. The metaverse. What actually is the metaverse? The metaverse. The metaverse. The metaverse. The metaverse. The metaverse. If you make anything or you move anything, you create a carbon footprint. If we can simulate that infinitely in the cloud, we can make and distribute that product more effectively, efficiently, and sustainably. There's water being used in almost every industrial process, and industries will need 100% more in the next 10 years. But with technology, we can further economic growth as well as managing our natural resources. Digital models out of our factories have been unbelievably useful in the current environment to interrogate our supply chain, to reconfigure lines, shift patterns of production, and to do our planning and our modeling. 完全なるメタバースの世界は開発から設計ないしは試験までの全ての工程っていうものを仮想環境上で実行できます。We are working really hard connecting all these bakeries, production lines, our logistics, transportation to provide visibility, traceability, and to be more efficient in the use of water, energy, from waste on every bakery. So let's have a moment of honesty here amongst ourselves. When I say the word metaverse, how many of you sort of smirk or kind of laugh it off as a sort of a ridiculous notion, something that may come or may go? There's at least half of you out there, I'm sure, that probably say something along those lines, whether you're willing to admit it or not. But one thing is certain: if I pulled 100 of you out of the audience and asked your view on the metaverse, your definition of the metaverse, we'd probably end up with about 100 different answers coming from that exercise. So what I thought I would do here is at least provide a framework
for how we see the metaverse at Microsoft and how we think that companies should navigate the opportunity and embrace the technology. And so I want to start off by talking about sort of what I call the three realms of the metaverse: the consumer metaverse, the commercial metaverse, and the industrial metaverse, and go into a little bit of detail about each of these with some deep focus on where the video took you a moment ago on the industrial metaverse itself, because I do think that there are some very real opportunities for us all, and frankly, some companies today that are doing an excellent job of embracing the industrial metaverse to drive more sustainable outcomes and drive more business productivity and financial outcomes that I want to encourage you all to embrace. So without further ado, let me jump in. The consumer metaverse is probably the one that is most familiar to all of you. It's this idea that we all put on headsets and have some sort of an entertainment experience or a gaming experience. It's this notion that commerce may happen in a completely virtual world, like another dimension of omni-channel engagement. My avatar might buy your avatar a cup of coffee or a glass of champagne. Personally, I would rather have the real coffee or the real champagne, but this will happen. It will be a dimension of commerce. And so we are helping B2C customers with the tool chain, what we call Microsoft Mesh, creating your avatars, building out the capability to engage with customers in this way. We're also building marketplace capabilities so you can transact and have a commerce relationship with your consumer base in the metaverse as well. So the technology and the capabilities are there. Thinking through the right engagement model, if you have a B2C channel, if that's a part of your business, is something you need to embrace and think about in terms of your future in this realm. The second realm is what I call the commercial metaverse. And it's this idea that we use immersive metaverse experiences to have a deeper form of engagement, a more inclusive form of engagement. Let's say we were asked to go explore the productivity of a farm to see the yield coming from a farm to fork scenario. Rather than us traveling together to go see it, we can join in the metaverse and have these immersive experiences that allow us to get deep in an environment, to bring in expertise from around the world, to collaborate more effectively and more efficiently than ever before. And again, to do it in an inclusive fashion. And I think if those of you who have worked pretty hard to create a hybrid environment for your workers today know that one of the biggest challenges is this notion of inclusivity, in-room behavior versus virtual behavior. When everyone's collaborating from a common frame in the commercial metaverse, inclusivity is enriched. And so we see these solutions being rolled out. Accenture has rolled out what they call the Nth Floor. Accenture and Microsoft have built capabilities for the World Economic Forum to allow experts from around the world to solve some of the ESG goals that the World Economic Forum is working on. So the technology is alive and well, and it again is another area where you should be ideating and thinking about how to empower your people through these technologies. But perhaps the least understood and ironically most technically advanced and pragmatically available today is this notion of the industrial metaverse. As I said in the video, if you make anything or you move anything, you create a carbon footprint. If we can simulate it in the cloud infinitely before you make it or before you move it, we can help you design a better product, build a better solution, and operate your environment from supply chain, manufacturing, logistics networks more effectively, more efficiently, with less waste, lower carbon footprint, less water utilization, simply put, more sustainably than ever before. And the technology is alive and well today. I'm going to share with you 3 customer examples that go into detail in just a moment, but the notion here is that we use IoT capabilities to build sensors and sensor fabrics over a manufacturing environment. We have that rich data source coming off and populating large-scale data lakes, reasoning over it with machine learning and AI capabilities, creating virtual representations of those models called digital twins, and then building a feedback loop cycle to have the twin empower the people on the front lines, teach the people on the front lines how to run their processes more effectively, and then iteratively refine by having the people on the front lines teach the model
So the model teaches the people teach the model, and the process gets refined continuously. And so I want to take you through 3 scenarios within the industrial metaverse that talk about how you can use the capability to design products better, to actually build them better in the manufacturing environment, and then how to operate. So my first use case is Equinor, and Equinor has done a fantastic job of using the industrial metaverse in how they build and design their large-scale wind turbines and wind turbine farms. They leverage the power of the industrial metaverse to build better product more effectively, more efficiently, simulate outcomes before they take the great expense to building it out in their environments. But I'd love to have Hege Skuriseth, who's the EVP of Digital Innovation and Technology, share that with you through a video that she recorded for us. There's nothing more important today than the energy transition in the world. We need more renewable energy faster. Equinor is a leading international energy company. Our goal is to become a leading company within offshore wind, and Microsoft Technology plays a vital part into making that transition. Designing wind farms hold a lot of complexity. So just imagine the blades are 105 meters long. It's far out in the ocean. You need to cable to get the power back to shore. Sometimes you use floating wind farms, and all of them has to play together in a cost-efficient way. The industrial metaverse is very important for us going forward, for the whole concept selection phase, which is basically designing the wind farm. You can bring all the various data sources together, and you can choose and test concepts based on simulations. Our goal is to operate a virtual wind farm before it's built. By using these tools, we can first and foremost design the wind parks, but also in the future build, operate and maintain in a sustainable and cost-efficient manner. This is very important for building sustainable solutions for the future. The next scenario I want to share with you is how Mercedes-Benz is using the industrial metaverse to build product more effectively. I recently had the opportunity to travel to Sindelfingen, which is a town just outside of Stuttgart, to what Mercedes-Benz calls Factory 56. Factory 56 is a special place because it's where Mercedes-Benz is building their new electric car, what they call the EQS. But it's not just a factory that builds the EQS and builds and supports the EQS. It's a factory that simultaneously builds the S-Class Mercedes, the Maybach large format limousine, and the EQS product, which is the hallmark of sustainability in manufacturing. Most car companies, when they go to pursue electrification, have to build entirely new factories, entirely new tool chains. And that process itself, digging a hole, pouring concrete, building a new factory, creates a pretty negative carbon footprint to start out with, that one has to dig their way out through producing electric cars to offset in the grand scheme of things. Mercedes-Benz has found a way to build all 3 cars at the same time on the same manufacturing line using Azure Digital Twins and the industrial metaverse. The industrial metaverse powers everything that happens inside the factory. If you and I are craftsmen and we work on interiors and we are expert in finishing leather goods and installing seats, we stand still in our environment. And the car comes that we'll go and then support. We have no idea whether the next car that comes will be an S-Class, a Maybach, or an EQS. We're just really good at building out interiors. The digital twin then has robotic devices that deliver the seats to us
The cars roll forward, we do our work, and then the cars move on. We've even used digital twins to work on the factory workers' environment and the ergonomics of keeping employees healthy on the front lines. At certain stages in the manufacturing process, we'll rotate the car to make the work of the people on the lines more effective and more efficient. We've been able to simulate end-to-end processes from how the cars are built, as far down into actually digitally controlling the torque wrenches and understanding how much torque needs to be applied and streaming down that information digitally. Again, all through the simulated digital twin. Mercedes-Benz is so excited about this capability that they have announced publicly the development of this new solution they call MO360, Mercedes-Benz Operations 360, and they have publicly claimed they will save 20% of all of their manufacturing costs using this new digital manufacturing capability. These factories are now live across Europe. They'll be rolling them out in the US and in China. It's the future of how they will build cars. For my last example, I want to bring in a very special guest remotely. I had the opportunity as well to travel to Vienna just a couple of months ago to visit Coca-Cola Hellenic, to a town called Edestal outside of Vienna specifically. And we are really excited about how Coca-Cola Hellenic is using the industrial metaverse to optimize their operations. And so please join me in welcoming Gabrielle Bergler, who's Director of Digital and Technology Platforms at Coca-Cola Hellenic. Gabby, how are you? Hi, Judson. Good morning. I'm very, very fine. How are you? I'm well, thanks. Thanks for joining me here in Paris. It's a little cold this morning here. How is it for you? Actually, we have wonderful weather here in Vienna, super sunny. A little bit of snow, so Christmas in Vienna couldn't be better. That's awesome. And you're surrounded by nice red and white, so you're very much on brand, Gabby, as always. Listen, I just got done bragging a bit about you in terms of all of the great work that you're doing at Coca-Cola Hellenic to leverage the industrial metaverse for more sustainable outcomes. But I want to have your focus be a little bit on the impact on what's happening on the front lines. How do the people at Coca-Cola Hellenic embrace digital capability in the industrial metaverse to do their jobs more effectively? What are you experiencing? Look, we are using Microsoft Teams or Microsoft 365 as well at the pandemic to get all these bridges we had there. But now also at home office with the factory worker, we are still using it to collaborate better and also to communicate better. On the other side, with Power BI and Power Apps, we are bringing the innovation to the front line. So like with our business performance management system built on Power BI, we are using for our business users here also to be more innovative. Or with all the Power Apps and the Citizen Developer Program we are having, motivating all our employees to be more independent from analysts and IT. That's super. Oh, sorry, Gabby, continue, please. But what I think believes is the topic of the day is the digital twin, our digital twin we were building with you. And that is our industrial metaverse. So when I call back, I think it was a year ago when your team told us, we will build a digital twin, use our sensor environment in our production, and also use augmented reality. I was a little bit skeptical how this will work out in 12 weeks, but honestly, it worked out. And what we can see that this digital twin, our industrial metaverse, brings a front line to our factory worker, all up to the management, that they can see what is happening there at the production, what is happening in the lines, where we are having issues, concerns now or even later. So to be more specific here, with a HoloLens or with a BC, you have a 3D view on how we are having our line operating, if there are issues, if there are concerns, if everything is operating positively,
and bringing in a powerful AI assistant, giving us solutions how to tackle everything would be, I mean, that is just amazing how everything works out. Yeah, super. So you mentioned the 12-week engagement that we had with you that kind of kicked off our work together here. And look, digital twins are cool. Like you can put on a HoloLens and you can see your whole environment in 3D. And the technology itself is a lot of fun to embrace. But look, in today's climate, it's all about business results and business outcomes. So can you share with everyone what you actually experienced in terms of the outcomes? So with our first use case, this energy use case, how we called it, we identified an energy reduction of 9%. An energy reduction of 9%, that is equivalent to a 70-ton reduction of CO2 emission per year. I mean, fascinating. And at Coca-Cola Hellenic, we are having a very bold target, a very bold sustainability target. As by 2040, we want to be net zero, and that across the whole value chain. So with Digital Twin, it is one step going to the reality and not doing it just on paper. And of course, it also saves a lot of costs if we are decreasing the energy. Awesome. All right, Gabby, so last question. What's next for you at Coca-Cola Hellenic? How do you see the industrial metaverse in the future here? We have just started also to work on additional use cases. So not only energy, we have started now with the water consumption, how the usage of our water used in the production can be optimized, or on the use cases for the change over time, so that we have here reduction in the time and how it is affecting our production. And of course, performance or operational losses. So nice way to go, and looking forward to the outcome of this. Awesome. Thanks, Gabby. Hey, listen, I appreciate you joining me today. Have a wonderful holiday, and we'll see you again soon. Thank you. Thanks, Gabby. We'll see you. Buddy. Bye-bye. So I want us to bring some closure here to the discussion. Obviously, you can see we're very excited about what the industrial metaverse can do for customers of all kinds. I would ask you to think how you can embrace this capability to build better products, to design better products, and to operate more effectively across your supply chains in a more sustainable way. And think of Microsoft as a partner on this journey, because at the end of the day, our mission is to empower every person in every organization on the planet to achieve more. We're innovating from left to right in all of the areas where we build product to do exactly that. Our commitment back to you is that if you engage with us, we will partner for you to find those best outcomes. So look, thank you for your time this morning, and have a great Envision. We hope to be working with you more in the future. Thanks. C'est une approche collective qui est nécessaire pour l'impact. Le changement climatique et la gestion du carbone sont des enjeux prioritaires. Notre but, c'est de faire avancer tout le monde ensemble vers les objectifs climatiques. En tant qu'entreprise de services numériques, nous avons un rôle structurant à jouer pour construire une tech et des comportements plus vertueux. Que nous permet ce programme avec Microsoft, c'est bien l'accès au marché. Adresser des grands clients qu'on a pour beaucoup déjà en commun. Pour Microsoft, en tout cas, moi je suis convaincue que l'innovation et les startups vont apporter des solutions aux enjeux climatiques d'aujourd'hui. Microsoft nous a été d'une grande aide ces derniers temps pour nous professionnaliser au niveau de l'IT. De notre côté à nous, ça nous permet de très probablement avoir une première référence industrielle. Le premier enjeu, c'est de gagner l'appel d'offres H de Créteil, donc qui est l'objet de cette collaboration. Et ce programme apporte cette approche systémique avec des entreprises, des associations et des startups. Le marché de l'hydrogène vert est en pleine croissance et optimiser le coût et l'usage de l'électricité est un vrai challenge. Parce que la transition écologique est quelque chose d'écosystémique. C'est donc un objectif qui est ambitieux et sur lequel il va falloir agir vite et ensemble. So it is possible, but what's most important is that this transition happens fast. But on the good news, it's that more and more governments, companies and also individuals are doing something for nature conservation, nature protection. So we can advise impact makers all around the world what to do, when and where.
Bonjour à toutes et à tous et merci Corinne de Bilbao, bonjour à vous. Merci de m'accueillir ce matin. Bonjour Marion. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Judson Althoff, à l'instant, qui vient d'intervenir sur scène, a évoqué un climat incertain qui était aussi dans les mots de votre introduction, Corinne. Cependant, vous dites que le numérique, comme Judson à l'instant, vous dites que le numérique apporte une contribution très positive face aux défis, et ils sont immenses. Comment est-ce que ça se retrouve dans votre feuille de route, Corinne? Alors je crois qu'on l'a dit ce matin, Marion, hein, l'ambition de Microsoft, c'est vraiment que le numérique puisse contribuer au progrès d'une société plus inclusive, mais aussi d'une économie plus compétitive, et c'est ce qu'on souhaite faire en France. Et en fait, cette ambition en France repose sur trois piliers principaux. Le premier, c'est cette contribution à une économie plus durable, donc c'est réellement accompagner nos clients dans tous les secteurs d'activité. C'est par exemple ce qu'on fait dans le domaine des renouvelables avec Engie sur le projet Darwin pour que, grâce à la data, on puisse avoir des actifs renouvelables qui soient plus performants. C'est aussi la deuxième chose de contribuer à une économie plus inclusive, et c'est ce qu'on fait dans la formation avec nos écoles numériques, et on est fiers de dire qu'on a déjà formé 1000 personnes en France. Et puis la troisième chose, c'est réellement d'être un partenaire de confiance, et quand on parle de confiance, c'est tous les engagements qu'on prend en termes de cybersécurité, mais aussi de protection de la vie privée, de protection des données. Alors, parlons d'abord de vos engagements environnementaux. On va prendre un peu en détail ce que vous venez de nous dire. Ok, les engagements environnementaux sont clés, bien sûr, c'est une préoccupation pour nombre de chefs d'entreprise aujourd'hui. La pollution numérique, cependant, elle aussi, représente 4 à 5% des émissions de gaz à effet de serre. C'est donc une part relativement conséquente, qui va évidemment évoluer avec le temps. Comment aujourd'hui vous faites face à cette pollution numérique ? Alors c'est ce que je dis souvent, il faut régler nos propres problèmes avant d'aller régler ceux des autres. C'est vrai, le numérique c'est 4% et ça a des émissions carbone, et très probablement on va vers 8 à 10% d'ici 2025. Pourquoi ? Parce qu'il y a un développement des usages numériques. Donc nous, on a pris des engagements très forts, puisque c'est d'être carbone neutre en 2030, carbone négatif plutôt en 2030, et d'ici 2050, d'avoir retiré toutes les émissions carbone émises depuis la création de Microsoft, c'est-à-dire 1975. Mais ça va aussi au-delà, puisqu'on s'investit dans la biodiversité et aussi dans la recherche de nouvelles technologies, avec la participation à un fonds d'innovation où on a investi $1 milliard. Donc c'est réellement ce qu'on fait sur notre propre domaine d'activité. Mais comme je le dis, c'est une équation globale, ça veut dire qu'il faut s'occuper aussi des 96% autres. Et les 96% autres, c'est comment on accompagne nos clients dans ces secteurs d'activité émetteurs, le transport, la construction et bien d'autres secteurs d'activité. Alors, on a vu juste avant qu'on arrive sur scène toutes les deux, Corinne, une vidéo sur le Environmental Startup Accelerator, qui est votre initiative Microsoft France lancée l'année dernière. Qu'est-ce que c'est, cet accélérateur ? Est-ce qu'on peut en dire un mot en plus ? Alors nous, on est très fiers, Marion, d'avoir lancé cet accélérateur, parce que c'est effectivement, on a la conviction que les technologies qui vont nous permettre de faire face aux défis climatiques n'existent pas aujourd'hui. Donc c'est réellement d'accompagner ces entreprises avec nos partenaires. On a un certain nombre de partenaires qui nous aident dans ces startups, les accélérer et de les permettre, grâce à la technologie, effectivement, de décoller et puis de pouvoir finalement nous aider à résoudre un certain nombre de problèmes. Oui, puis en fait, vous allez chercher les solutions là où elles n'existent pas encore, d'où on comprend bien cet accélérateur lancé à Station F à Paris en 2021, je le disais. Aujourd'hui, vous allez lancer une nouvelle promotion. Sur quel thème vous voulez saisir un petit peu cette communauté de start-up ? Alors, on lance une nouvelle promotion, et déjà, dans l'ancienne promotion, d'ailleurs, on a eu un certain nombre de succès. Je voulais parler de Namer, qui est, dont je salue la CEO Chloé Claire, qui est quelqu'un de formidable. Et c'est une start-up qu'on a accélérée, qui aujourd'hui, vous pouvez trouver sur le marché, qui permet, grâce à la donnée, finalement, de décarboniser les actifs immobiliers. Donc, avec des succès comme ça, on s'est dit, oui, on va continuer. On a lancé un deuxième accélérateur. On a eu plus de 100 candidatures. Et je suis ravie de dire qu'il y avait 40% d'entrepreneuses ou de co-entrepreneuses. Donc, c'est un énorme succès. Parité, alors. Et ça, c'est pas toujours simple. Donc, on est assez fiers de ça. Et on a effectivement sélectionné 11 startups aujourd'hui, avec aussi de la diversité dans ces nouvelles startups. Donc, on regarde quoi ? On va regarder l'efficacité énergétique, l'optimisation des chaînes d'approvisionnement et aussi tous les sujets d'économie circulaire. C'est vraiment les 3 thèmes de ce nouvel accélérateur.
Parlons maintenant de vos clients. On a parlé des startups, mais finalement vos clients, d'ailleurs, j'imagine, auprès desquels vous apprenez aussi, comment vous les accompagnez dans les enjeux de transformation sur l'environnemental, justement? Alors, moi, j'aime bien dire souvent les 3 objectifs qu'il faut se fixer quand on parle de défi environnemental, c'est mesurer, et on va en reparler ce matin, c'est réduire et c'est aussi innover. Donc, je peux vous donner un exemple de partenariat qu'on a eu avec James et avec la Société du Canal de Provence. Donc, la Société du Canal de Provence, elle fournit 2 millions d'utilisateurs en eau. Et vous savez qu'un des sujets critiques, ce sont les fuites d'eau. Donc, grâce à 70 000 objets connectés et grâce à la data, eh bien, on peut réduire les fuites d'eau pour les consommateurs. Mais on a pu aussi fournir un certain nombre de services aux agriculteurs pour qu'ils puissent, par exemple, planifier leur calendrier d'arrosage en fonction de la météo. Donc voilà le type de service qu'on peut réaliser grâce à la technologie et au digital. 70 000 objets connectés, c'est pas mal pour un c'est déploiement très bien, ouais. effectivement, d'objets qui vont mesurer, comme vous l'avez dit. Parlons maintenant de votre engagement, et ça a l'air d'être assez important. Vous mettez des moyens sur le sujet en matière de formation et pour lutter justement contre la pénurie des talents qui concerne à peu près tout le monde. Parlons un petit peu de votre engagement. Comment est-ce que vous abordez ce volet sur la formation ? Alors c'est un engagement important puisque nous on considère que notre mission évidemment c'est de contribuer à une économie plus compétitive mais à une société aussi plus inclusive. Et la pénurie de talents, elle est effectivement très importante dans le digital. C'est 126 000 emplois nécessaires d'ici 2030 dans le numérique. Ça c'est les chiffres de la DARES. Et nous, on a la conviction qu'on ne peut pas aller, de toute façon, on ne peut pas aller chercher que des bacs plus 5 et 7, puisqu'il n'y en a plus. Et donc, notre objectif, c'est de ramener sur le chemin du numérique, sur le chemin de l'emploi, finalement, des populations qui en étaient plutôt éloignées. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a aujourd'hui 1000 personnes qui sont formées sur des sujets. On a commencé par les écoles d'intelligence artificielle. On a des écoles cloud. On a des écoles d'application business, donc avec nos partenaires Simplon, Workforce 3 et Social Builder. Et je suis très fière d'annoncer qu'on a justement annoncé il y a 15 jours notre première école cybersécurité avec une vingtaine d'apprenants. Et là, ça fait partie d'un grand plan de compétences que nous avons annoncé en mai dernier avec un objectif de former 10 000 personnes à la cybersécurité. Alors, pas qu'avec les écoles, hein, aussi avec de la formation en ligne et de la formation professionnelle, mais de former ces 10 000 personnes d'ici 2025 au métier de la cybersécurité. Et il y en a besoin parce qu'il en manque 15 000 en France par an. C'est vrai, il manque beaucoup effectivement de compétences. On voit bien que vous prenez le problème à la racine en allant justement créer en tant qu'enabler finalement des écoles. Si je résume ces écoles, c'est 50 promotions IA, 5 écoles cloud, une école cyber, vous l'avez lancée il y a 15 jours, vous l'avez dit, 3 semaines à peu près, avec Simplon, 10 promotions business apps avec Webforce 3 et Social Builder. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce bilan là sur cette première initiative, première impulsion, on va dire? Alors, il faut toujours mesurer ce qu'on fait pour voir si c'est effectif. 80,4% des personnes qui sont formées retrouvent un emploi ou décident de poursuivre la formation parce que de continuer sur le chemin de la tech pour effectivement poursuivre leur formation. Donc c'est un chiffre extrêmement important dont on est fier. On va former 500 personnes de plus d'ici fin 2023 et puis je peux vous dire déjà qu'on va ouvrir d'autres écoles de cybersécurité dans les régions à Lyon et à Rennes. Alors, vous l'avez dit, il y a une pénurie d'emplois. Vous citiez la DARES qui mesure évidemment aujourd'hui les chiffres sur l'emploi, notamment dans le numérique. 126 000 talents manquent aujourd'hui, peut-être même un peu plus selon peut-être d'autres sources. Mais finalement, la pénurie des talents, elle est quand même énorme. Est-ce que vous allez aller plus loin pour essayer de... Vos chiffres sont plutôt pas mal, si je peux me permettre, mais est-ce que c'est suffisant? Comment vous allez aller un cran plus loin? Alors, c'est jamais suffisant. C'est jamais suffisant. Donc, on va lancer une initiative en février qui s'appelle Oser la Tech. Donc, Oser la Tech, c'est quoi? C'est une plateforme qui va mettre en ligne des offres d'emploi, donc avec nos partenaires, nos clients, et puis des personnes qui sont en recherche d'emploi. Mais là aussi, c'est pour un objectif d'avoir une diversité finalement dans ces métiers-là. Donc, on va aller chercher des profils divers. C'est un vrai tour de France dans les régions. On a 5 laboratoires d'expérience en France, donc on va utiliser aussi ces laboratoires. Et l'ambition, c'est de créer 1000 emplois inclusifs donc sur cette année-là. Et j'en profite d'ailleurs, puisque la salle est bien remplie, pour lancer un appel à tous nos partenaires clients pour qu'ils nous aident et qui contribuent à ce projet ambitieux qui est Oser la Tech.
Donc c'est un appel, on l'a compris, à contribution, ceux qui veulent rejoindre cette initiative. Mon appel. Oser la tech, plateforme de job dating disponible et active en février 2023. Corinne, Microsoft France va fêter ses 40 ans de présence ici sur notre territoire. Bon, vous êtes un acteur de l'écosystème, hein, que vous connaissez bien ce mot, y compris dans la salle, j'imagine, du numérique. Moi-même, j'ai couvert énormément d'événements Microsoft. Je me rappelle des Tech Days, mais aussi des initiatives vers les startups comme Imagine Cup ou les étudiants avec BizSpark. Quels sont les chiffres qu'on peut donner aujourd'hui, ce matin, là, sur ces 40 ans et qui vous marquent le plus ? Alors, c'est 40 ans l'année prochaine, c'est ça, l'anniversaire, c'est l'année prochaine. Donc, ce qui est important, c'est qu'au-delà des 2200 collaborateurs de Microsoft France, finalement, c'est un écosystème de 10 500 partenaires, c'est 80 000 emplois en France qui travaillent sur les technologies Microsoft. Et c'est 5000 startups qu'on a accompagnées pendant toutes ces années. Donc, on représente aujourd'hui 15% du chiffre d'affaires et des emplois de la filière numérique. Donc ça, c'est un chiffre assez important. Il y a des startups et des licornes très connues qu'on a accompagnées, hein, United Credit, Shift, donc on est très fiers de ça. Nos laboratoires en région, qui sont des laboratoires d'expérience où effectivement notre écosystème vient pour se former, pour échanger, pour co-innover. Donc voilà, on accompagne tous les clients, PME, ETI, grands groupes. C'est 65% en fait des entreprises de plus de 500 salariés qui utilisent les technologies Microsoft. Mais pour conclure, ce que je voudrais dire, Marion, c'est que ce qui est plus important pour nous, c'est vraiment de rester ce partenaire de confiance. Et on va encore parler aujourd'hui beaucoup de cybersécurité. Hein. La France fait le 7e pays le plus attaqué, donc c'est un sujet qui, pour nous, est extrêmement important. Et on a la conviction que les technologies du cloud peuvent permettre finalement de construire cette économie qui soit plus compétitive et plus résiliente. Et la résilience, c'est important, notamment quand on a parlé tout à l'heure de supply chain. Donc voilà, être ce partenaire de confiance et innover, je dirais que c'est un petit peu les mots de la conclusion de cette discussion. C'est l'objectif qu'on se donne ce matin et dans cette journée, et j'espère que vous allez en profiter. Évidemment, il en sera question de cybersécurité à la fois dans les espaces ici de démo, mais aussi j'imagine, dans beaucoup de discussions. C'est une préoccupation majeure. On va continuer cette discussion, Corinne, avec une table ronde qui va suivre avec 3 invités, vous le verrez, qui représentent des organisations de tailles très différentes. Mais avant, justement, on va plonger dans l'école by Simplon, l'école cyber by Simplon. Regardons cette vidéo et on se retrouve juste après. Les écoles Microsoft by Simplon, ce sont depuis 2018 plus de 56 promotions lancées sur l'ensemble du territoire français, soit plus d'1 millier de demandeurs d'emploi qui ont été formés à ces nouveaux métiers du numérique dans près de 290 entreprises de l'écosystème qui ont fait le choix de les recruter en alternance pour un numérique plus inclusif. Avant cette aventure, j'ai suivi un parcours scolaire classique qui s'est fini à l'obtention de mon bac. Puis j'ai enchaîné par plusieurs petits jobs qui n'ont pas su satisfaire ma passion, qui était celle du numérique. Et c'est donc tout naturellement que je me suis redirigé vers l'école cybersécurité Microsoft by Simplon pour pouvoir réaliser cette passion. Simplon, c'est un organisme de formation sociale et solidaire qui travaille avec Microsoft à la création de parcours innovants et basés sur le besoin en compétences de nos partenaires. Par exemple, nous avons adapté notre formation développeur en intelligence artificielle pour les besoins du secteur de la santé. Chaque apprenant, avant d'entrer en formation, est sélectionné par un partenaire, puis rejoint une formation intensive basée sur une pédagogie par projet, une pédagogie active, et enfin finit sa formation par une période d'alternance. Suite à la crise Covid, j'ai entamé une reconversion professionnelle via l'école Microsoft Cloud by Simplon. Cela m'a permis d'avoir une alternance chez Avanade. Ils m'ont fait confiance malgré le fait que je débutais dans ce secteur. Aujourd'hui, je suis en CDI en tant que développeur sur des ressources Azure. Donc chez Avanade, depuis quelques années, on fait face à de forts besoins en termes de recrutement et c'est pour ça qu'on est partenaire avec Simplon depuis la première heure. Et en 2019, on a lancé une première promotion. Suite à cela, on a intégré plus de 20 personnes en CDI chez Avanade issues des formations Simplon et on s'apprête à relancer une nouvelle formation avec une dizaine d'apprenants à Nantes au mois de février. Ancien manager dans la grande distribution, après un séjour d'1 an au Japon, j'ai eu des difficultés à retrouver un emploi à mon retour. J'ai donc saisi l'opportunité de l'école Microsoft IA by Simplon et ça va faire 3 ans que je suis data scientist chez Avanade.
Oui, il y a de jolies histoires dans cette école cofondée par Frédéric Bardot, juste à côté d'ici. On va accueillir de nouveaux invités. Alors Corinne, on se retrouve. Rebonjour évidemment. On va parler dans cette table ronde de contribution du numérique à nos enjeux environnementaux. C'était le sujet d'un peu de nos échanges tout à l'heure. Mais on va aller un plus loin avec vous, Catherine Barba. On peut l'applaudir? Ce serait bien qu'on s'applaudisse. Merci. Bonjour. Bonjour Catherine. Alors, bon, je ne sais pas si tout le monde connaît Catherine, j'imagine que beaucoup de monde connaît Catherine, pionnière du e-commerce en France, auparavant à New York aussi, tu reviens depuis quelques mois en France, avec une vision certainement différente, et puis à l'initiative de l'école Envie, qui accompagne des freelances et des indépendants dans leur parcours, souvent semé d'embûches, mais grâce à l'école, vous aidez, vous, chez Envie, à les accompagner, et puis administratrice aussi de différentes entreprises comme Renault et Etam, c'est bien ça? C'est ça. C'est ça, très bien. Bienvenue Catherine. Alix Boulnois, bonjour Alix, vous êtes Chief Digital Officer au sein du groupe Accor et vous dirigez la Digital Factory du groupe Accor, qui est une des plus grandes factories aujourd'hui en France. Bienvenue à vous. Et puis aussi Stéphane Lanuzel. Bonjour Stéphane. Vous dirigez le programme Beauty Tech chez L'Oréal. J'aimerais commencer justement cette discussion autour de la contribution du numérique sur nos défis sociétaux et environnementaux par juste la première question toute simple. Qu'est-ce que c'est que le Beauty Tech, Stéphane? Merci pour le petit micro, on va essayer de régler ça. Beauty Tech, c'est un grand programme de transformation digitale du groupe L'Oréal. Et notre ambition, c'est d'inventer la beauté du futur en se transformant en une entreprise du futur. Donc inventer de nouveaux services pour nos consos, mais aussi de nouvelles applications pour nos collaborateurs. Et en fait, cette beauté du futur, on la voit par rapport au thème de la journée, beaucoup plus responsable, beaucoup plus inclusive et beaucoup plus transparente. Et c'est à la fois des demandes de nos consommateurs, de nos partenaires, les retailers, mais aussi de nos collaborateurs. Et peut-être je veux partager avec vous quelques exemples très concrets où la science et la technologie nous permettent d'être plus inclusifs. Une première application que l'on a développée, c'est la capacité de mesurer la couleur de votre peau. Alors, je suis peut-être pas le mieux placé ici pour l'utilisation du fond de teint, mais pourquoi pas? Mais vous m'accompagnez. Et c'est une question importante. Et on a développé à l'aide d'algorithmes une application qui vous permet de choisir parmi 72 000 couleurs la couleur exacte de votre peau et ensuite de vous recommander le bon produit. Et ça nous permet, nous, d'apprendre quels sont les besoins en termes de palette colorielle et de contribuer au développement produit. Ou un autre sujet dans le domaine de la beauté pour les adolescents, c'est la problématique de l'acné et la capacité de faire un diagnostic de peau avec des algorithmes développés avec des dermatos qui permet à chaque adolescent de mieux comprendre ses besoins en termes de peau et d'avoir une routine qui est adaptée. Et quand on sait que dans le monde, il y a un dermato pour 50 000 personnes, ça permet de démocratiser l'accès à ce diagnostic. Voilà deux exemples très concrets où science et technologie nous permettent d'être plus inclusifs. Alix, je le disais, vous dirigez la Digital Factory au sein du groupe Accor. Est-ce qu'on peut déjà présenter un petit peu cette factory, en quoi elle consiste aujourd'hui? Oui, bonjour à tous et merci de me recevoir. Donc la Digital Factory d'Accor, c'est l'entité du groupe qui est en charge des parcours digitaux pour nos hôtels et pour les clients qui résident dans nos hôtels et dans nos restaurants. Et un peu comme Stéphane, forcément, les enjeux environnementaux sont vraiment au cœur de ce qu'on regarde. Tout d'abord pour nos hôtels. Tout le monde le sait, les hôtels, le bâtiment, c'est quelque chose qui consomme énormément d'énergie. Donc on travaille main dans la main avec nos propriétaires hôteliers et les équipes de développement pour mesurer leur empreinte environnementale et les aider à la réduire, dès la conception d'ailleurs de l'hôtel, mais aussi après. Et puis on travaille aussi beaucoup pour les collaborateurs, pour qu'ils soient sensibles à tous ces enjeux. Donc on les a tous formés. On a un programme qui s'appelle School for Change, qui dure à peu près 8 heures, où tous les collaborateurs sont formés aux enjeux sociétaux et environnementaux. Et après, on leur fournit des outils pour au quotidien appliquer ce qu'ils ont appris. Donc par exemple, sur leur empreinte numérique, réduire leur stockage, leur envoi de mail, les pièces jointes. On fait ça depuis à peu près quelques mois et on a déjà presque 70% de réduction dans les usages du numérique de nos collaborateurs qui utilisent ces programmes. Catherine, au-delà d'Envie et de l'entreprise que vous êtes en train de monter avec plusieurs femmes, je crois. Aujourd'hui, c'est cofondé par 5 peut-être personnes, c'est ça ? 4, pardon. Au-delà de ça, vous accompagnez aussi des grands groupes, Etam, Renault.
Comment Renault et TAM aujourd'hui prend en compte ces sujets environnementaux à haut niveau, puisque là on parle des conseils d'administration? Oui, je vais en parler au titre d'administratrice. On se demande souvent à quoi servent les administrateurs dans les entreprises, mais en réalité, c'est un extraordinaire poste d'observation aussi et un challenge apporté aux équipes dirigeantes. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait une alpine dans le hall, je me sens en famille ici. Il y a une chose, ça fait 5 ans en fait, je vais vous parler de Renault parce qu'on disait la contribution, l'industrie automobile c'est 15% de toutes les émissions de gaz en Europe, ce qui est énorme. Et donc chez Renault, il y a un plan stratégique très très clair qui a été mis en place par Luca de Meo, le plan Renaulution, que vous connaissez, et qui a pour objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2040 en Europe. C'est colossal. Et tout l'enjeu, c'est comment j'embarque 110 000 personnes dans cette transformation énorme. Il y a une chose qui paraît peut-être anecdotique, mais qui est très importante, c'est qu'il y a le comité stratégique de Renault et le comité RSE ont récemment fusionné. C'est dire, c'est un signal, mais qui est fort aussi, dire à quel point ces sujets de décarbonation, de trajectoire de décarbonation à tous les étages, à toutes les étapes de fabrication des voitures est importante. Donc il y a cet événement-là qui n'est pas neutre. Pas anodin, oui. Et puis, mais moi, je vois surtout la société se transformer de deux manières. D'un côté, c'est comment est-ce qu'on arrive à une entreprise qui devient donc carbone neutral sur son core business de fabrication de voitures, mais surtout, c'est comment on arrive à se transformer et à devenir une entreprise de fabrication de voitures à une entreprise qui fait de la mobilité verte, de services de mobilité verte. Et ça, c'est la technologie qui permet cela. Et la technologie, elle est présente à toutes les étapes et elle est aussi beaucoup partagée avec les collaborateurs. On a beaucoup parlé de formation les uns et les autres. Jeff aussi en parlait tout à l'heure. Il y a la Renault University qui permet de former, à horizon 2025, 15 000 collaborateurs à toute la transformation des métiers. Parce qu'on parle de technologie, mais on est chacun très impacté par tous ces changements. Il y a une vraie obsolescence des métiers. Comment j'embarque chaque personne à être plus responsable au quotidien? Donc il y a une formation importante. Ouais. On va en parler avec toi justement tout à l'heure, Catherine, des métiers et du modèle d'organisation qui évidemment est complètement lié au sujet. Corinne, on a parlé tout à l'heure des émissions de gaz à effet de serre, on le rappelle, 4 et 5%. Quelles sont les solutions pour mesurer aujourd'hui très concrètement ces émissions? Alors c'est vrai que pour faire de l'amélioration, pour s'améliorer, il faut mesurer. Et c'est bien le problème. Aujourd'hui, il y avait une étude du BCG qui a été réalisée qui dit que seulement 9% des entreprises finalement gèrent leur empreinte carbone, alors que plus de 20% ont pris des objectifs. Et encore, les résultats de la mesure, souvent, c'est 30 à 40% juste. Donc effectivement, on en est très loin. Donc nous, on a commencé par travailler sur la mesure de nos propres solutions, avec notamment un tableau de bord des émissions, des impacts d'émissions de nos solutions Microsoft Office et du cloud. Donc ça, c'est disponible. Et puis la deuxième chose, c'est le Microsoft Sustainability Manager, qui en fait permet de mesurer à la fois le scope 1, le scope 2 et 3. Et on sait que le 3, c'est assez compliqué, de définir des standards, de définir des tableaux de bord et de proposer des actions. Donc ça, c'est une solution cloud aussi. Et ça permet de mesurer effectivement les 96% qui ne sont pas des émissions numériques. Donc voilà, il y a des outils de mesure aujourd'hui qui sont disponibles. Et qui vont probablement être de plus en plus matures. Alors le numérique, c'est fantastique, mais ça pollue encore trop, sans doute. Comment vous faites chez L'Oréal pour aborder cette question justement de l'empreinte carbone du numérique, Stéphane? C'est vrai, c'est une question que j'ai quotidiennement de par les collaborateurs qui me disent voilà, c'est génial tout ce que vous faites en transformation digitale, mais tout ça, ça a un impact environnemental. Et il faut gérer cette problématique à plusieurs niveaux. Le premier, c'est qu'on travaille avec Microsoft, on a migré une partie de nos infrastructures sur le cloud, et donc on est très exigeant avec nos partenaires, et Corinne le sait, sur la mesure, sur l'amélioration. Et c'est vraiment un travail en commun. La deuxième chose, c'est quand on développe des applications avec des data scientists, par exemple, dans mes équipes, on leur demande de travailler sur la performance de l'application, mais pas uniquement. On regarde aussi la frugalité de l'algorithme. Et on va juger
la qualité de leur travail, à la fois sur la performance environnementale et sur la performance métier, et c'est très important. Et la troisième chose, c'est chacun d'entre nous, on est 88 000 chez L'Oréal, on peut avoir, par de petits gestes, un impact important. Et donc, on a développé ce qu'on appelle des tips qu'on a partagés sur des choses très très simples, sur faut-il toujours mettre sa caméra quand on utilise Teams, vaut-il mieux utiliser un chat plutôt que d'envoyer un email, comment j'ai une hygiène de nettoyage de mes fichiers, comme on avait des cleaning days dans les bureaux. Donc, c'est des choses très simples qui permettent de rendre chacun acteur de la protection de l'environnement sur les usages du numérique. Et chez vous, Accor, j'allais dire, même question pour vous, comment vous prenez part à la réduction de l'empreinte carbone du numérique ? Je vais reprendre pas mal des bonnes recettes qui viennent d'être décrites, mais on a aussi une très très grosse ambition sur le cloud. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre secteur, on a plus de 80% de nos assets qui sont encore dans les hôtels on-premise. Donc pour tous les hôtels qu'on a commencé à migrer vers le cloud, on voit une réduction carbone qui va entre 60 et 80%. Donc c'est significatif. Et au-delà de ça, pour les équipes vraiment techniques, on a mis en place des scorings, des systèmes et des applications qu'ils utilisent. On travaille avec un partenaire qui s'appelle GreenSpector, qui donne un score qui vous compare par rapport à d'autres acteurs du marché. Et donc après, on se sert de ce score pour donner des objectifs aux équipes. Donc par exemple, l'application mobile, on était très contents. On est dans le top 3 des applications mobiles les moins polluantes dans notre secteur. Et là, voilà, j'ai donné le challenge aux équipes de leur dire, dans 3 mois, quand on refait la mesure, je vais être numéro 1 sur le podium. Et c'est devenu presque... c'est un levier d'engagement, en fait. C'est pas mal d'incentiver quand même. Quand c'est un petit peu douloureux et que ça demande beaucoup d'efforts. On a quelques notes qui sont moins bonnes, mais le tout, c'est de progresser. Oui. Corinne, vous l'avez dit tout à l'heure, je retiens 3 mots. Il y avait mesurer, réduire, innover. Innover, oui. Alors, revenons justement maintenant sur les chiffres que vous avez... pas les chiffres, parce que c'est finalement vos objectifs d'effacer complètement votre empreinte d'ici à 2050, je crois. Comment vous allez vous y prendre ? Comment vous y prenez déjà ? J'imagine que c'est en cours. Donc il y a beaucoup de sujets, mais simplement l'important, je disais, c'est de mesurer. Si on regarde ce qu'on a fait en 2021, on est parvenu à réduire le scope 1 et 2 de 17%. Le plus compliqué, c'est évidemment le scope 3 avec l'augmentation des usages numériques. Il y a beaucoup de choses qu'on dit quand même qui sont parfois inexactes. Je voudrais rappeler quand même sur lorsque vous êtes un consommateur d'emails, de Teams, etc., l'équivalent de ce que vous émettez, c'est l'équivalent d'un steak de 300 grammes, voilà, par an. Donc le vrai sujet quand même, ce sont quand même les data centers et les serveurs, notamment les serveurs. Et donc c'est là-dessus qu'il faut regarder l'équation globale. Donc on a beaucoup travaillé sur les data centers, notamment sur ce qu'on appelle la circularité des data centers, c'est-à-dire qu'il y a des serveurs à l'intérieur qui ont une durée de vie de 4 ou 5 ans. On a mis en place des data centers circulaires, notamment à Amsterdam, où on arrive à finalement recycler 80% des serveurs. Donc ça c'est un premier point. La deuxième chose sur laquelle on a travaillé et qui est notable, c'est finalement les data centers qu'on utilise ont une efficacité énergétique qui est 2 fois supérieure, pratiquement 2 fois supérieure aux plus vieux data centers que vous trouvez, et notamment on en trouve pas mal dans toutes les entreprises en France. Donc passer sur le cloud, c'est aussi bon pour la planète, si je puis dire. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, c'est que ces data centers, d'ici 2025, ils seront à 100% alimentés en énergie renouvelable. Et d'ailleurs, on est un très gros acheteur de ce qu'on appelle Purchase Power Agreement, d'énergie renouvelable. Cette année, c'est 5,8 gigawatts, avec des acteurs, et y compris des acteurs français qui sont ici. Donc on est un grand acteur aussi d'achat d'énergie renouvelable pour alimenter ces data centers. Catherine, chez Envie, l'école des freelances et des indépendants que vous avez lancée avec 3 autres personnes, les freelances que vous rencontrez, les indépendants, est-ce qu'ils ont ça dans le ventre, ces sujets-là, ce qu'on discute ce matin ? C'est bien d'en parler des freelances et des indépendants, parce que là, on a beaucoup parlé de très grandes entreprises, les vôtres, et puis des startups. Mais là, les freelances et les indépendants, c'est quand même 95% du tissu économique français, des boîtes qui font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et moi, ma responsabilité chez Envie, donc notre école, pour les faire grandir, pour les rendre rentables, c'est de les sensibiliser à la responsabilité de nos choix à titre individuel, elle est énorme. Et quand on est indépendant, forcément, on fait corps avec son entreprise. Donc, ce qu'on fait dans la formation qu'on
qu'on vient de lancer, c'est qu'on les a vraiment... Il y a tout un module qui est dédié à ce sujet. Comment créer une offre responsable. C'est bien d'avoir une proposition de valeur qui répond à un besoin, ça on leur apprend cela, une proposition de valeur qui est unique, qui te ressemble à toi, c'est toi qui la portes, mais surtout qui est responsable. Et donc tous ces tips dont vous parlez, on essaye de les mettre en place avec eux, tu vois, en essayant de savoir par le choix des fournisseurs, par chaque acte que je pose au quotidien, en quoi je réduis mon empreinte carbone. Et en vous écoutant, j'ai pensé à un nouveau business, peut-être qu'on pourrait faire ensemble, puis qui ne s'arrête jamais, d'imaginer des business. Ce serait peut-être de faire un baromètre à destination de tous les indépendants. Il y en a 3,5 millions en France, pour permettre à chacun de mesurer là où il en est et de s'améliorer. Tu vois, avec les baromètres, forcément, on ne peut qu'aller vers le mieux. Donc oui, on les sensibilise, on travaille avec eux et peut-être qu'on va mettre en place un baromètre un jour. Alors, tu parlais tout à l'heure de l'organisation. Effectivement, c'est très intéressant, et vous l'avez compris, d'avoir des points de vue d'organisation à taille très différente. Ceci dit, comment aujourd'hui on fait du côté justement des petites structures, des freelances, des indépendants, pour répondre en termes en fait, reparlons d'envie, c'est tout simplement ce que tu lances. Je ne pense qu'à ça. Pardon. Oui, jour et nuit. Obsessionnel, à fond les ballons, Catherine. Obsédé par ton entreprise. Envie répond à un besoin, c'est justement d'essayer de faire en sorte que... on parlait de pénurie des talents tout à l'heure avec Corinne, sans doute de répondre à ces problématiques de pénurie des talents, mais aussi d'une entreprise qui bouge, qui change, c'est ça ? En fait, le constat, à la base, c'était, on s'éloigne un peu du numérique, mais pas trop, c'est qu'aujourd'hui, et vous le voyez, l'entreprise se transforme, le travail se transforme. Je ne sais pas combien vous avez de collaborateurs qui ont envie de quitter l'entreprise ou de travailler autrement. Et aujourd'hui, il y a combien de talents, de compétences dont vous avez besoin pour vous transformer qui ne voudront plus jamais être recrutés. Donc tout l'enjeu, et vous le savez mieux que moi, pardonnez la trivialité de mon propos, mais c'est de dire que comment est-ce qu'on fait pour passer d'une entreprise monolithique, verticale, à un écosystème ouvert, à un hub de compétences. Et cette vision du dehors, dedans, les talents du dehors, les talents du dedans, ceux qui sont sur la payroll, ceux qui n'y sont pas, elle va devenir très très vite obsolète. Et l'enjeu, c'est de créer de la valeur autrement. Et donc nous, dans l'école, c'est non seulement aider les indépendants à être rentables, c'est bien ça, mais aussi à mieux collaborer avec les grands groupes pour créer de la valeur autrement. Et à l'inverse aussi, comment aider les groupes à mieux aller chercher les talents là où ils sont, au fond. C'est ça qui compte. C'est ça ce qu'on appelait le monde d'après Covid, avec cette révolution du travail, ou ça venait avant, c'est ce que tu dis là. Ça a été un prodigieux accélérateur tendanciel, le Covid, dans tous nos métiers, mais il y a quand même cette aspiration à travailler autrement, à plus d'autonomie, d'équilibre, de sens, qu'on ne trouve pas forcément en n'étant pas salarié. Évidemment qu'on trouve du sens dans le cadre, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a quand même cette transformation-là qui dit l'entreprise devient plurielle, elle devient hors les murs. Et donc, comment je fais pour garder... c'est quoi le collectif dans tout cela, Qu'est-ce qui fonde le collectif aujourd'hui, et comment est-ce que je continue, en ayant beaucoup de collaborateurs du dehors, à avoir une culture d'entreprise cohérente. Il y a le sujet de la confidentialité des données qui est extrêmement important. Enfin, ça lève un certain nombre de problèmes. Mais moi, je vois cette entreprise, visuellement, je la vois comme ce hub de compétences ouvert avec lequel il va falloir compter. Alors justement, les challenges côté entreprise, on l'a dit, sont nombreux. Il n'y a pas seulement l'empreinte carbone, pas seulement le défi sanitaire, il y a aussi cette révolution du travail qui est profonde. J'aimerais avoir vos avis à tous les deux, Alix et Stéphane. Comment aujourd'hui vous comprenez ces enjeux-là et comment vos entreprises, vos groupes, grandes multinationales qui s'exportent évidemment très bien, comment elles font pour raisonner en écosystème, puisque c'est ce que vous incarnez tous les deux? Peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, cette hybridation des compétences, c'est quelque chose que l'on vit et que l'on vit dans la tech. J'ai pas une équipe produit où il n'y a pas des internes, des freelances, des partenaires de la tech et des startups. Donc pour moi, c'est devenu le quotidien et c'est une vraie richesse parce qu'il y a des points de vue qui sont différents, il y a des parcours qui sont différents et de plus en plus, on travaille de manière agile pour intégrer sur une période donnée
sélectionner un freelancer pour pouvoir ensuite aussi avoir des équipes en interne qui vont travailler sur des projets intrapreneuriaux. Donc cette fluidité... L'Oréal est prêt à ça? Je veux dire, est-ce que aux achats, c'est facile d'être référencé? Vous êtes même en avance, je voilà, trouve. C'est pas qu'on est prêt, c'est qu'on le vit, on le vit déjà et on a adopté nos pratiques achats, juridiques pour pouvoir accueillir ce nouveau monde. Donc, est-ce que tout est parfait? Non, mais en tout cas, on est partant sur ces sujets-là et on l'expérimente et on a beaucoup de freelance dans les équipes et je trouve que c'est une vraie richesse en termes de point de vue, en termes de culture et aussi en termes de compétences, parce qu'il ne faut pas se mentir. Le sujet, c'est les compétences et cette capacité à aller pouler des compétences multiples, c'est vraiment clé pour nos groupes. Et de votre point de vue, Alix, aussi, vous perfusez le groupe Oui, Accor? alors c'est pareil, chez nous, toutes nos équipes ont à la fois des gens qui sont des employés comme des gens en freelance ou des consultants, donc c'est vraiment une énorme richesse. Mais une des choses aussi à laquelle on croit beaucoup, c'est on parle beaucoup donc, de faire venir des talents atypiques, plus atypiques dans l'entreprise, mais on ne parle pas souvent d'aider des gens qui sont des collaborateurs en CDI à aussi se lancer dans l'innovation. Donc nous, c'est quelque chose qu'on a pas mal regardé parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas oser se lancer pour plein de raisons. Sécurité financière, familiale, etc. Et donc on a lancé il y a peu de temps, une grosse année, un programme justement pour ça, pour encourager les collaborateurs à se lancer là-dedans. Et on voit des super idées, notamment dans le domaine RSE. J'en cite une qui me tient particulièrement à cœur. C'est une belle histoire, c'est une entreprise qui s'appelle Fullsoon. C'est un des data scientists de mes équipes qui s'est lancé en famille, soutenu par Accor. Aujourd'hui, c'est une entité complètement indépendante du groupe. Il est à son compte. Et il a créé des algorithmes qui permettent de réduire le gaspillage alimentaire pour les restaurants. Et donc, sur la centaine de restaurants déjà qui travaillent avec lui, on est autour de 20% de réduction. Donc, c'est des super projets qui sont hyper engageants aussi pour les collaborateurs. C'est bien ça, Corinne. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette initiative? C'est très, je veux dire, c'est très inspirant en fait. On se rend compte finalement qu'il y a beaucoup d'optimisme et beaucoup d'actions possibles. Donc, je peux que vous encourager à faire le tour des démos, des conférences, parce qu'il y a des actions concrètes. C'est ça qui est important. Et puis la deuxième chose, c'est que on voit que l'innovation est quand même ce facteur de progrès. Moi, je crois fondamentalement au progrès. Et il y a beaucoup d'innovation dans toutes ces entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Et je reviendrai sur ce qu'a dit Catherine, c'est la force de l'écosystème, quoi. Et je pense que c'est une force aussi française. On a un écosystème qui est très très riche et on fait rien tout seul. Donc Microsoft ne fait rien tout seul non plus. C'est toute la force de cet écosystème et je sais que vous faites rien tout seul non plus. Donc voilà, c'est un peu cette recette française d'innovation, d'optimisme et d'écosystème. Voilà. Donc je vous encourage à en profiter aujourd'hui. Mais c'était le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup. Le temps passe alors. Bonne journée. Restez quelques secondes avec moi. On va rester un tout petit peu, on va terminer ensemble et merci d'avoir assisté à ces discussions. On va parler d'innovation. Tout à l'heure, Justin Althoff en parlait, notamment le fameux métaverse. Bien, on va plonger dans une démo assez étonnante, vous allez le voir, avec Othman Chieb, qui est Product Marketing Lead HoloLens chez Microsoft et qui va justement nous plonger dans l'immersion de ce fameux métaverse. C'est parti, on va regarder une vidéo.
Bonjour à toutes et à tous. La vidéo qui vient de vous être dévoilée révélait la vision de Microsoft de la formation et de la collaboration du futur. C'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est devenu la réalité de nos clients. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Tout à l'heure, Johnson vous présentait la vision Microsoft du métavers. Ce métavers dédié aux professionnels. Que ce soit pour aider les opérateurs de première ligne à visualiser des données sur le terrain afin de les aider à réaliser leurs tâches quotidiennes. Ou aussi pour aider les employés à collaborer de manière plus humaine, plus engageante, plus immersive et surtout exploiter le plein potentiel de la 3D. Aujourd'hui, quelle que soit votre industrie, Microsoft vous donne les moyens de créer le métavers qui correspond à vos besoins. Et au cœur du métavers, il y a le jumeau numérique. Cette copie numérique 3D d'un objet, d'une personne ou même d'un lieu. Je pense que vous avez tous vu la merveilleuse Alpine à l'entrée, n'est-ce pas? Eh bien, voici son jumeau numérique. Je peux voir ce jumeau numérique à travers mon HoloLens et grâce à une Azure Kinect et l'application développée par notre partenaire Conseil 3D, vous pouvez voir ce modèle 3D sans avoir besoin de porter un casque. Je vais pouvoir physiquement tourner autour de ce modèle 3D. Je vais pouvoir le réduire à la taille. Je vais pouvoir agrandir cette taille. Et je vais même pouvoir le porter. Je ne me suis jamais senti aussi musclé. Et ce qui est intéressant avec la 3D, c'est qu'on va pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas faire en physique. On va pouvoir rendre visible l'invisible. Comme par exemple, une vue éclatée de la carrosserie, qui peut être particulièrement intéressante pour des sessions de formation. Et ce flux, justement, tout ce qui est capté par cette caméra, pourrait être partagé sur un call Teams afin de le rendre accessible à tous. Et dans le contexte hybride d'aujourd'hui, on en voit toute sa valeur. Hop. Mais là où la magie opère, c'est lorsque l'on connecte le HoloLens au cloud Azure afin de visualiser en temps réel des données. Mettons-nous en situation. Imaginons que je sois un ingénieur chez Alpine et que j'ai pour mission d'optimiser le design d'un véhicule pour en améliorer sa performance. Hop. On retrouve le jumeau numérique de la Alpine. Alors bien évidemment, en taille réelle. Et ce contenu 3D est un contenu parmi tant d'autres sur différents slides. Et je vais pouvoir tourner le slide et passer au slide suivant. Et sur ce slide, on va pouvoir voir où sont organisés l'ensemble des capteurs IoT du véhicule. Sur une Alpine, il y a plus de 200 capteurs IoT qui génèrent 150 000 données par seconde. Grâce au cloud Azure, ces données sont synchronisées et accessibles par des ingénieurs comme moi qui sont partout dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le HoloLens, je vais pouvoir visualiser des données qui m'intéressent. Imaginons que nous soyons en plein Grand Prix et que j'ai besoin de visualiser les données du véhicule en plein fonctionnement. Ces données, au lieu de les avoir sur différents PC, je vais pouvoir les visualiser ici, hop, sur mon champ de vision, en temps réel, sur un seul et même champ de vision. Et une fois que ces données sont collectées et structurées, je vais pouvoir ajouter des solutions d'intelligence artificielle ou de machine learning pour réaliser en temps réel des simulations. Par exemple, si je change de slide, hop, je vais pouvoir ici visualiser tout l'aérodynamisme du véhicule. Et on va pouvoir voir en fait tout l'écoulement d'air sur le véhicule, hop, se rapprocher d'une différente zone. Et là, on peut constater qu'au niveau du béquet arrière, il risque d'y avoir des turbulences. Donc je vais pouvoir faire une annotation, hop, et inscrire par exemple ici la zone
qu'il faut optimiser. Et dans le cadre d'une collaboration, cette annotation est ancrée dans le temps et dans l'espace et pourra être réutilisée par un collègue. Et maintenant, j'ai une seconde mission. Cette seconde mission, c'est de comprendre toute la complexité autour du volant d'une Formule 1. Et justement, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, sur une Formule 1, il y a une dizaine de boutons sur un volant. Et j'ai besoin de l'aide d'une personne qui s'y connaît bien mieux que moi. Sauf que cette experte n'est pas physiquement au même lieu où je me trouve. Je vais donc devoir faire appel à elle, à distance. Hello Carla. Salut Otman. Carla, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu m'aides à comprendre comment fonctionne le volant d'une Formule 1, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir dans une Formule 1, c'est que tu n'as que 8 rapports de vitesse et 2 pédales. Donc forcément, tout va se passer au volant. Et je te propose de t'afficher son modèle en grand pour pouvoir te l'expliquer en détail. Ok. Alors, on va prendre ce petit modèle ici. Donc comme je te disais, tout se passe au volant. À l'arrière, juste ici, tu vas avoir le passage des rapports de vitesse, à droite pour monter, à gauche pour descendre, et l'embrayage. Tiens, viens à côté de moi, on va se rapprocher du gros volant. Bon, comme tu peux voir, il y a un certain nombre de boutons. Le bouton Burnout, que tu vois juste ici, oui. Ça va être le bouton que tu vas utiliser soit pour faire des gros burns, mais surtout pour chauffer tes pneus. Ça va te permettre d'avoir un meilleur grip lorsque tu vas démarrer. D'accord. On va avoir ensuite le bouton OV, Override Parameters. Celui-ci, c'est ton bouton Boost. Donc ça va te permettre de déployer toute la puissance de la batterie et de l'énergie de ton véhicule jusqu'au bout de la ligne droite. Et évidemment, une fois que tu as trop appuyé sur le bouton Boost, il faut recharger. Donc celui-ci, juste là, ça va te permettre de recharger ta batterie. Et ça, on va le faire typiquement sur tous les tours lents ou quand on va refroidir les pneus. L'objectif étant de pouvoir garder la batterie à 100% en permanence. Ok. Maintenant, ce que je te propose, c'est que c'est toi qui vas travailler. Allons-y. Allez, je te propose de me montrer... Tiens, le bouton Boost, je pense que tu l'aimes bien celui-là. Alors, le bouton Boost, je vais pouvoir te l'indiquer en indiquant une ligne. Hop, on va faire un pointillé. Le bouton Boost, si je me souviens bien, il est exactement ici. Parfait. Et quand tu as trop appuyé sur le bouton Boost, tu vas devoir... Recharger. Allez, montre-moi ça. Alors, pour recharger, on va changer de couleur. Et puis hop, et on va se mettre en plutôt ici. Donc le bouton Boost, sans tricher, sans voir les notes. Hop, je dirais qu'il est ici. Et ben voilà, t'es prêt à passer derrière le volant maintenant. Top. Merci beaucoup Carla pour cette démonstration immersive. Carla, pour réaliser cette démonstration, il t'a juste fallu avoir un HoloLens 2 et l'application développée par notre partenaire Fracture Reality. Tu aurais pu être n'importe où dans le monde, mais on a la chance de t'avoir parmi nous. Je t'invite à me rejoindre sur scène. On vient donc de voir qu'on pouvait collaborer à distance avec ce sentiment de présence autour d'un objet 3D commun. Cette solution n'a pas du tout pour objectif de mettre fin aux relations physiques, bien évidemment. Mais par contre, cette solution a un objectif de rendre les collaborations à distance beaucoup plus humains et engageants. D'autant plus que cela contribue à réduire les déplacements et donc l'impact carbone des entreprises. Mais on peut aller encore plus loin et augmenter la réalité qui nous entoure. Et c'est ce que va nous montrer Carla. Effectivement. Et pour cette expérience, je te propose que l'on change d'univers. On est aujourd'hui dans le plus beau musée du monde, au Louvre, à 2 pas de la galerie des antiquités égyptiennes. Et donc c'est assez naturellement que j'ai choisi, comme support de démonstration, une réplique du buste d'Akhenaton. Et je te propose de lui donner vie à ce buste. Donc on va pouvoir afficher par exemple la ligne du collier, on va pouvoir afficher le visage, et je vais rajouter la coiffe de Néfertiti. Grâce à la réalité augmentée, on va également pouvoir afficher des compléments d'informations de part et d'autre du buste. Voilà, donc par exemple le type de bleu qui était utilisé à l'époque, donc des informations sur la colorimétrie, mais également des informations, on va dire, un peu plus historiques. Et on va pouvoir aller encore plus loin. Et ça, c'est grâce à notre partenaire Holoforge, en collaboration avec le CNRS et le département Archéovision. On va pouvoir transporter dans la place des objets physiques qu'il n'aurait pas été capable d'avoir avec nous aujourd'hui de par leur taille. Et regarde ça, on va pouvoir faire apparaître un premier colosse
10 mètres de haut, et les autres. Superbe. Superbe. Et ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est que grâce à la réalité augmentée, on a été capable de faire 3 choses. La première, on a pu superposer du contenu numérique sur un support physique, qu'on a pu voir avec le bus d'Akhenaton. J'ai également pu préserver et maintenir un pied dans mon environnement physique, et donc garder une interaction avec Hotman pendant toute la durée de la présentation. Et parce que HoloLens était un outil de réalité augmentée avec une visière transparente, j'ai pu conserver un pied dans mon environnement réel et donc éviter d'avoir la nausée et un mal de crâne. Merci beaucoup Carla pour cette démonstration et pour ce voyage. Aujourd'hui, le métavers est devenu une réalité pour nos clients. Quelle que soit leur taille et justement, quelle que soit leur industrie. Et à travers ces différentes expériences, on vous a donné un aperçu un peu plus concret du métavers professionnel. Cette nouvelle forme d'interaction redistribue les cartes de l'innovation et redéfinit la manière que l'on a de créer, de communiquer et même de nous former. Et aujourd'hui, si on le voit à l'écran, l'ensemble aujourd'hui des entreprises de toute taille et de toutes industries en France qui aujourd'hui sont pionniers du métavers industriel. Que ce soit dans l'industrie, dans le luxe, dans la culture, dans l'éducation et même dans le divertissement. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier tout notre écosystème de partenaires qui accompagnent au quotidien nos clients à réaliser leurs ambitions et surtout à adopter l'ensemble de ces expériences immersives. Je vous invite à les applaudir à mes côtés. Merci à tous. Et je laisse la parole à Xavier pour conclure cette session. Bonjour à tous, merci Hotman et bonjour à tous et à tous. Impressionnant, hein, l'habillage de la salle avec les colosses, là j'imaginais pas faire ça au Louvre aujourd'hui. Alors j'espère que cette keynote vous a plu autant qu'à moi. On va aller rapidement, puisque dans quelques instants, vous allez pouvoir poursuivre votre visite de Microsoft Envision France. Juste avant, quelques infos pour vous orienter. Nous avons construit l'événement autour de 6 thématiques. Elles se déclinent dans les conférences et dans la partie exposition où un stand est dédié à chacune d'entre elles. Vous découvrirez des nombreuses démos d'innovation sur ces stands. Alors, les temps forts sur chaque stand, sur le premier, transformation des métiers par la data, vous verrez des cas d'usage très concrets dans la finance, par exemple. Et je vous invite aussi à vous arrêter devant une belle illustration du secteur public avec la visualisation de données de consommation énergétique pour une ville connectée. Sur le deuxième, nouvelle expérience employée, l'expérience collaborateur. On sait aujourd'hui, on l'a vu, que le travail hybride apporte de la flexibilité, mais il requiert d'offrir aussi une expérience de grande qualité aux collaborateurs. Alors c'est toute la promesse de Microsoft Teams et de ses nouvelles fonctionnalités, Viva, qui permet des réunions plus inclusives et de collaboration enrichie. Vous pourrez aussi les expérimenter directement. Évidemment, le métavers industriel qu'on vient de voir, les démos d'Hotman vous ont permis de toucher des yeux. Ce que je vous propose, je vous donne rendez-vous pour toucher du doigt cette fois-ci, grâce à une simulation interactive sur le stand où vous pourrez tester vous-même les jumeaux numériques d'une chaîne logistique et aussi un espace dédié à l'usine 4.0. Maintenant, l'IA. Évidemment, on va parler d'IA. Notre vision, c'est que l'IA doit être mise au service de l'humain pour augmenter ses capacités professionnelles. Et cela, que l'on soit dans le marketing, le commercial, dans une activité créative ou encore joueur d'échecs professionnels. Alors, on a la chance aujourd'hui d'accueillir sur ce stand des champions qui joueront et commenteront les recommandations de l'intelligence artificielle. Alors, ne manquez pas aussi, à partir de 16h, la partie qui opposera MVL, pour ceux qui connaissent, c'est Maxime Vachier-Lagrave, c'est un grand maître international d'échecs et le champion du monde de Blitz, et Laurent Fraissinet, le recordman de sélection en équipe de France, et aussi l'entraîneur de Magnus Carlsen. Et puis à 17h45, ne manquez pas non plus, lors d'un talk, le débrief de toutes les parties de la journée. Alors évidemment aussi, on va parler du cloud, instant sur le cloud. Les récentes crises ont démontré le besoin de renforcer la sécurité et la résilience des infrastructures numériques. La réponse de Microsoft à ces enjeux, c'est un cloud responsable et sécurisé.
Vous le verrez à travers nos différentes démonstrations sur ce stand. Je vous invite en particulier à suivre celle de la visite interactive de nos data centers. Et puis enfin, la dernière thématique, c'est le développement durable. Vous découvrirez des illustrations concrètes d'approches pour réduire son impact environnemental, que cela concerne le carbone, l'eau, les déchets, mais aussi la biodiversité. Et puis vous pourrez aussi découvrir le projet de data center immergé qui s'appelle NATIC, un projet de recherche. Voilà, alors Envision, c'est aussi un tour dédié à l'expérience client, le Customer Experience Reimagine Tour, pour échanger sur les bonnes pratiques et découvrir des approches innovantes. C'est aussi dans la journée le Startup Camp, pour découvrir comment nous vous accompagnons et innovons avec ces startups et les éditeurs de logiciels, avec des témoignages d'entrepreneurs français et des fonds d'investissement. Voilà, alors, dernier grand temps fort de la journée que je vous encourage à aller voir, la keynote de 15h ici même, avec un regard inédit sur l'innovation by Microsoft, pour découvrir comment nous inventons aujourd'hui, avec notre écosystème, ce futur durable, inclusif et respectueux de l'environnement. Voilà, merci beaucoup, merci à tous et toutes de votre participation et je vous souhaite surtout une excellente et une inspirante journée. Merci.